Voilà, en tout cas, merci pour l'occasion de pouvoir échanger ensemble, réfléchir ensemble, poser peut-être quelques repères pour aller plus loin. Donc, je suis Anne Ruolt, d'origine strasbourgeoise, qui a émigré depuis plus longtemps ailleurs qu'à Strasbourg. J'ai travaillé au Tchad, en Côte d'Ivoire, une année aussi en Suisse, essentiellement dans l'enseignement biblique. Et donc là, je suis depuis l'an 2000, c'est facile pour moi à retenir, prof à l'Institut biblique de Nogent. Alors avec différents cours bibliques comme le livre de l'Évangile de Jean, sur la question de la littérature sapientiale, cours d'histoire des missions, cours d'études bibliques, d'exégèse et plein d'autres choses qui se rajoutent. Donc dans ce cadre d'une école qui forme en 3 ans, alors, pasteur, missionnaire, personnes engagées dans des œuvres ou dans des responsables d'église qui ont leur travail habituel et qui est donc situé en région parisienne, à l'est de la région parisienne, à Nogent-sur-Marne. Une institution qui a fêté ses 100 ans, qui a été ouverte en 1921. Et vous trouverez un petit bouquin sur l'histoire de cette école, si cela vous intéresse. Et donc, à côté de ça, j'ai continué mes études après la théologie en sciences de l'éducation. Alors, j'ai soutenu ma thèse et mon HDR en sciences de l'éducation, mais c'est à cheval entre les sciences de l'éducation, l'histoire et la théologie. Parce que ma thèse était sur l'histoire du mouvement des écoles du dimanche en France, que j'ai soutenu à l'université de Rouen, avec comme directeur de thèse Loïc Chelmel, qui a aussi été mon garant ensuite d'HDR, que j'ai soutenu à Mulhouse, l'université de Haute-Alsace. Et alors là, c'était davantage sur Guizot et Pauline de Meulan, éducateurs, à partir des Annales de l'éducation, un journal qu'ils ont publié entre 1811 et 1814, et qui montre aussi un peu comment a été construites construit les idées pédagogiques de Guizot, jeune, avant d'être ministre. Guizot, vous vous souvenez, c'est le premier ministre au XIXe siècle, en 1833, dont une loi porte son nom, c'est la loi Guizot, avec des écoles dans toutes les communes, écoles de garçons en tout cas. Donc il était protestant. Et alors mon domaine de recherche, c'est essentiellement l'apport des protestants en éducation. Protestantisme au pluriel, donc toutes les couleurs de protestantisme qui existent. L'Institut biblique de Nogent étant associé plutôt dans la sensibilité Fédération évangélique de France et lié au CNEF, pour situer aussi, mais c'est une institution interdénominationnelle. Voilà, je crois que ça suffit. Alors, pour des questions techniques, j'ai besoin d'avoir mon ordinateur pour pouvoir jongler avec mon diaporama. Mais vous allez voir, ça suffit. Il suffit de regarder les choses à l'écran. Et je vais rester par ici. Oups. Je vais juste mettre mon chronomètre en marche. Oups, à 0. Et c'est bon. Alors, ce que je vous propose, c'est ça. C'est un petit parcours d'éducation au protestantisme dans une perspective européenne. Alors on va être surtout en Allemagne, on va être aussi à toute la fin de la période en France. Si vous voulez voir un peu différentes publications, vous pouvez toujours aller sur http://univ.-rouen-academia et Anne Ruolt, et puis vous aurez là un certain nombre de publications. Vous pouvez vous faire télécharger des choses qui peuvent vous intéresser. Alors pourquoi protestantisme et éducation ? Théodore Gérald, qui a été celui qui a écrit l'article « Protestantisme dans le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson », disait en 1888 « L'enseignement primaire, à ses débuts, est chose protestante, et la réforme a été le berceau. » L'école populaire ou primaire est une création du protestantisme, elle appartient plus particulièrement au peuple protestant et s'est développée en leur sein. En 1977, Furet et Ozouf, qui écrivent un ouvrage « Lire et écrire », disent que Luther a rendu nécessaire ce que Gutenberg a rendu possible. Et là, on voit déjà le contexte qui va influencer sur la manière dont aussi un certain nombre de modèles éducatifs se sont mis en place avec des technologies qui se créent.
Et la révolution de l'imprimerie va faciliter l'accès et la diffusion du livre. Alors, ce que je vous propose comme plan, c'est de suivre en fait la manière dont August Hermann Niemeyer a présenté l'histoire en son temps des différentes écoles, ce qu'il a appelé l'école humaniste, et on verra avec certains pôles particuliers l'idéalisme qui est là, c'est l'humanisme classique. Dans un deuxième temps, ce qu'il appelle, lui, l'école religieuse, c'est le piétisme de Halle. On parlera des piétismes avec l'aspect du réalisme, de la concrétitude, ou on peut l'appeler comme on veut, c'est un peu compliqué. C'est l'humanisme tardif dans la dénomination, en tout cas la classification en Allemagne. On est en Allemagne là. On sera encore en Allemagne avec l'école philanthropiniste. Ensuite, on va continuer. Alors c'est aussi l'Allemagne, c'est l'école éclectique dont il fait partie. Mais je vais là bifurquer sur la France et davantage parler de ce qui se passe en France, puisque Louis-Frédéric François Gautier est celui qui fait traduire Niemeyer en français et qui s'inspire largement de ce qu'il écrit dans sa propre pédagogie. Et on vous expliquera qui c'est mon ami Gautier. Alors d'abord, en préliminaire, c'est-à-dire que pourquoi l'histoire et comment l'histoire. Là, je m'inspire de Marc Bloch en disant, pour moi, l'histoire, c'est pas être un antiquaire, c'est pas être non plus un juge, même si avec le juge, l'historien cherche à voir ce qui est vrai, à mettre en lumière les faits authentiques, mais il n'est pas juge dans le sens où il ne va pas juger les uns et les autres, il va présenter les choses pour pouvoir mieux comprendre. L'historien n'est pas juge d'instruction, il n'est pas crédule non plus. Et là, vous voyez une petite boîte où il y a des œufs. Et ça, c'est dans le musée Oberlin. Je ne sais pas si vous connaissez le musée Oberlin. Waldersbach, ça vaut le coup d'y aller. Waldersbach, c'est en Alsace. Hein. Le pasteur Oberlin fait pas mal de choses intéressantes. Est-ce que vous arrivez à lire ce qui est marqué sur l'œuf ? Prétendu œuf de coq. Alors moi, j'ai entendu ça en Afrique. On m'a dit que les coqs, c'est eux qui pondent les premiers œufs, les poules suivent. Mais ça existait manifestement déjà à Waldersbach. Et alors, on lui dit ça. Mais c'est bien important de pouvoir retranscrire ce qu'il lui est dit, même s'il dit que c'est pas possible. Hein, c'est une erreur. Mais donc l'historien n'est pas non plus dupe. Il voit bien, mais c'est ce qu'on lui dit, et ça fait état en 1797 de l'état de connaissance de cette personne qui lui a ramené cet œuf avec cette conception. Donc il n'est pas non plus crédule, on le voit, il sait que ses témoins peuvent se tromper ou peuvent mentir. Avant tout, il se préoccupe de les faire parler pour les comprendre. Alors c'est dans cette posture que je veux me mettre, l'histoire pour comprendre et pourquoi, pour comprendre notre présent, pour mieux construire notre futur, et l'histoire pour ne pas rester non plus prisonnier de l'immédiat, de ce qui est tout de suite là. Donc les recherches, alors ça c'est Loïc Chelmel qui pour les sciences de l'éducation, les recherches en histoire de l'éducation ont pour fonction de servir de repère pour l'action afin de permettre de retrouver la mémoire, de s'ouvrir des possibles, éviter aussi de réinventer la roue à chaque génération. C'est dans cette perspective que je vous présente le travail préparé pour vous ce matin. Alors vous avez mis en exergue, en tout cas j'ai vu sur le net, dans la préparation de cette rencontre, ce verset du livre des Proverbes, « Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence ». Et je trouve que c'est bien approprié, alors ça a déjà été évoqué hier soir, le lien avec la sagesse. Vous vous souvenez aussi que dans l'Ancien Testament, alors là je fais un peu ma prof d'Ancien Testament, il y a 3 catégories sociales dans le monde de l'Ancien Testament. On a les prêtres, non pardon, on commence d'abord par les prophètes. Hein. Les prophètes, c'est ceux qui transmettent la loi de Dieu vers le peuple. Ils communiquent la révélation de Dieu au peuple. On a donc toute cette question de la rédemption qui est amenée à la connaissance du peuple. Aujourd'hui, on sait que celui qui a révélé les choses complètement, pleinement, parfaitement, c'est Jésus. Hébreux 1.1, donc on a cette dimension aujourd'hui.
Pour les prêtres, c'est ceux qui, à cause du péché qui est venu tout bousculer, qui nécessitant cette rédemption, à cause de la chute, vont être les médiateurs entre le peuple et l'homme pécheur et offrir les sacrifices pour faire cette médiation avec Dieu. Alors aujourd'hui, pour citer ce passage du livre de l'Apocalypse, celui qui nous aime et nous a délivrés de nos péchés par son sang, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et puis, la troisième catégorie qui nous intéresse pour l'éducation, c'est les sages. L'expression de la religion sociale, c'est la médiation horizontale entre les différentes personnes dans la cité. Comment on gère la cité, comment on prend sa part dans cette cité. Et ça, ça reste. Certes, Jésus est notre frère aîné en cela, il a été fait sagesse, et il a vécu dans ce monde tordu, avec les gens tordus, et il n'a pas péché, donc nous on n'est pas dans cette situation. Mais il est là aussi pour nous montrer comment vivre dans ce monde tel qu'il est. Je citerai ici Comenius, qui est aussi un piétiste de l'aile morave, qui est important pour la question d'éducation protestante. L'éducation est le propre de l'homme, c'est ce qu'il rappelle. On dresse un animal, mais on va éduquer un enfant. L'homme a besoin d'être formé pour devenir homme. Alors, il s'agit bien homme dans sa maturité. On est un être humain parce qu'on est créé en image de Dieu. Quelqu'un qui a un handicap et ne lui permet pas d'avoir toutes les possibilités de maturité d'un adulte, d'être autonome comme un adulte. Il est pleinement un être humain, mais il veut parler de dire c'est la dimension pleine de l'adulte mature. Et là, il y a besoin d'une éducation, d'une formation. Donc, il insiste sur le fait social, intemporel, transculturel de l'apprentissage, qui est fondé sur un ordre créationnel qui fonde la raison d'être de ce fait social. Et il rajoute même qu'il est évident qu'avant la chute, il existait dans une école au paradis, dans laquelle l'homme progressait régulièrement. Alors là, il pense bien sûr à ce passage du livre de la Genèse où Dieu demande à Adam de nommer les animaux, de garder le jardin. Mais il a un travail de constructivisme quelque part à faire, obligé de regarder ce qui se passe. Il n'a pas de manuel à reproduire. Comment on va classer les animaux? Il y a ceux qui ont des ailes, ceux qui ont des poils, et puis on va classer les choses. Et tout un travail scientifique qui est fait là derrière. Et donc, c'est déjà avant la chute, comme le travail existe avant la chute, et nous permettra de continuer de faire des choses aussi après. Alors, c'est intéressant ce fait social pour rappeler que ce fait social existe dans toutes les cultures. Là, on a l'exemple de Pharaon, la fille de Pharaon qui va accueillir Moïse. On peut être instruit dans une école qui n'est pas de notre confession. C'est le cas pour Moïse. Il a l'enseignement religieux ailleurs. Il va être instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, nous dit Acte 7, 22. On peut penser à Joseph, Daniel, les amis, aussi ses amis qui sont à l'école des sages. Et dans cette perspective, peut-être dire qu'il y a plusieurs façons de comprendre le livre des Proverbes. Mais tout ce qui est dit en rapport avec le roi me fait plutôt penser qu'il s'agit là d'un manuel d'exercice destiné à ceux qui se forment à être des dirigeants et que l'on trouve aussi dans d'autres cultures, dans d'autres traditions. La différence, c'est le rapport à cette révérence, cette crainte de l'Éternel qui est la clé de la sagesse biblique. Là, on a une différence qui va être bien nette. Mais on a donc cette instruction qui existe aussi dans d'autres traditions. C'est intéressant aussi de voir que la royauté et ses écoles de sages vont venir en Israël après la sagesse des nations, puisque c'est pour faire comme les autres que le peuple voulait un roi. On peut aussi rappeler l'école du grammairien Tyrannus à Éphèse. Vous vous souvenez ce qui se passait dans cette école? Je fais référence à votre culture biblique. Qui est-ce qui est... Alors, il ne reste plus grand-chose. Paul qui a enseigné à l'école de Tyrannus, s'il a loué, on lui a prêté, on lui a donné. Ouais, en tout cas, entre midi et 2, ou je ne sais pas quelle heure, là, c'était quand il n'y avait pas école, parce qu'il s'était fait virer simplement de la synagogue où il y avait des tensions à son égard.
Donc il allait faire de l'enseignement biblique dans ce contexte-là, quand l'école était libre, quoi, quand le grammairien ne faisait pas classe. Alors, on pourrait parler de beaucoup de monde. Il y a beaucoup de protestants de différentes sensibilités qui sont des personnes phares dans l'éducation de notre période. Volontairement, je vais m'arrêter au XIXe siècle et je vais m'arrêter avec la loi Ferry. Donc, de la Réforme à la loi Ferry, en disant comment les choses se passent là. Ce qui me semble que ça fait un ensemble au niveau du contexte qui est très clair. L'enseignement religieux, ça fait partie de la loi, jusqu'en la loi Ferry, et on l'externalise après avec la loi Ferry. Donc on a un contexte différent de ce qui est le nôtre aujourd'hui, en tout cas en France, pas dans d'autres pays, on ne doit être non plus trop centré sur la France, mais on a donc cette période où c'est la loi qui impose cela. Alors, je vous invite à la première école. L'école humaniste, ce sont les réformateurs. Ce qu'on peut aussi remarquer au passage, c'est que c'est en général pas les réformateurs qui sont les pédagogues de la réforme, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Ce n'est pas Luther qui écrit tout ce genre de choses, mais il a la figure de proue politique. C'est Mélenchon qui est derrière, qui va aussi écrire pas mal de choses. Et puis on le verra aussi avec d'autres. Alors, d'abord peut-être dire quels sont les concepts clés. C'est la culture totale pour ce qui est de cette école humaniste. Une image gravure du collège Rive, donc collège Calvin à Genève. Culture totale, l'homme est rendu humain par la redécouverte de la culture des anciens. Alors on se souvient qu'Erasme aussi, au niveau biblique, on va reprendre les textes grecs et hébreux pour traduire la Bible, on ne traduit plus de la Vulgate. C'est un modèle d'enseignement gradué par niveau pour comprendre et expliquer plutôt que simplement mémoriser. Et c'est le concept d'émulation, plutôt que de sanction, qui va être mis en avant pour stimuler à aller de l'avant. Et le but est de former une nation plus cultivée. Alors c'est ce que Luther va dire, avec ensuite toutes sortes de nuances qui vont se décliner. Qu'est-ce qu'on parle quand on parle d'humanisme, on parle donc de retour aux auteurs classiques, grecs, latins. Pour les bons textes, ils vont aussi exclure certains textes qui sont un peu trop osés, par exemple. Et puis donc la Bible dans la langue originale. Et l'idée, c'est de reproduire le modèle de l'homme classique idéal, avec une éducation centrée sur l'homme classique. Il n'est plus calqué sur l'Église, comme c'était le cas dans la scolastique avant. Et donc une culture large, classique, qui s'appuie sur tout ce qui a été écrit par les anciens. Science, éloquence et piété sont liées dans l'humanisme chrétien. Alors là, c'est l'expression de Sturm à Strasbourg, le réformateur de l'éducation à Strasbourg. Il a une pédagogie œcuménique dans le sens universel qu'il décrit, donc sapiens et eloquens pietas, une piété sage éloquente, c'est-à-dire une piété qui va être aussi indissociée de tout ce qui est de la connaissance. C'est toujours Gérold dans son article Protestantisme qui dit « Alors que le catholicisme voulait élever l'enfant pour l'Église, l'humanisme voulait en faire un homme au sens antique, le protestantisme en faire un chrétien à la fois homme et citoyen. » Donc c'est l'aspect de la foi qui se rajoute, mais qui est associé avec le fait d'être aussi citoyen. Alors vous vous souvenez des 3 ordres, les 3 C, j'aime bien cette enluminure qui était avant, hein, les clercs, les chevaliers, les cultivateurs, une division de la société qui va être bouleversée par un concept mis en avant, concept théologique mis en avant par Luther, c'est le sacerdoce universel des croyants. Ce sacerdoce des croyants, c'est-à-dire que, là je reprends l'expression de Luther, tous doivent apprendre à épeler les mystères de la religion personnellement. L'école n'est pas réservée qu'aux religieux ou aux dirigeants. Et donc c'est toute l'idée qu'on est tous amenés à comprendre le texte biblique et il n'y a pas d'imprimatur qui vient d'une autorité
du Vatican, en l'occurrence du pape, qui disent qu'il faut croire. L'interprétation dans l'approche de Luther, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui doit nous habiter et qui doit nous aider à comprendre l'Écriture. Ensuite aussi en Église pour pouvoir s'associer avec ceux qui ont aussi cette intelligence renouvelée pour comprendre, mais on n'est plus lié à une autorité extérieure qui est l'Église. Et c'est aussi un bouleversement donc, dans l'approche de la société. Le métier, c'est l'activité et c'est un ministère, c'est une vocation de l'homme. La vocation, ce n'est pas que d'être pasteur ou d'être missionnaire. La vocation, c'est de faire son travail. C'est la notion de Beruf, pour prendre les termes allemands. Et on est ces intendants du Créateur, quel que soit le job. Évidemment, il faut qu'il soit compatible avec l'Écriture. Si quelqu'un vit de la prostitution et se convertit, il va changer bien sûr de métier. Mais il n'y a pas de raison. Si on est professeur des écoles, si on est médecin, on se convertit, on ne va pas forcément changer et faire de la théologie pour être supérieur. Donc l'école pour tous, c'est pour exercer correctement ses activités. C'est ce que Luther écrivait. « J'ai honte de nos chrétiens quand je les entends dire « L'instruction est bonne pour les ecclésiastiques, mais elle n'est pas nécessaire aux laïcs. » Quoi ? Il serait indifférent que le prince, le seigneur, le conseiller, le fonctionnaire fût un ignorant ou un homme instruit capable de remplir chrétiennement les devoirs de sa charge. Vous comprenez, il nous faut dans tous les lieux des écoles pour les filles et nos garçons afin que l'homme devienne capable d'exercer convenablement sa profession. La femme dirigeait son ménage, alors il est bien dans le contexte de l'époque aussi, et d'élever chrétiennement ses enfants. Nécessité pour tous d'avoir une instruction et pas que pour le clergé. Et c'est une école publique, c'est plus l'Église qui paye, c'est plus les pasteurs qui sont impliqués, c'est les seigneurs, c'est l'école publique qui va être rétribuée par les seigneurs. Alors bien sûr, dans ce contexte, il s'agit de seigneurs qui sont protestants, puisque c'est la manière de gouverner tel roi, tel seigneur, telle Église. Donc c'est à vous, Seigneur, de prendre cette œuvre en main, car si l'on remet soin aux parents, nous périrons 100 fois avant que les choses ne se fassent. Les parents, ils avaient tout intérêt à ce que leurs enfants travaillent plutôt dans les champs et que d'aillent utiliser ce temps de loisir. Le mot scolaire, scola, c'est le loisir, c'est ceux qui avaient le loisir de ne pas avoir besoin de travailler pour pouvoir aller à l'école. C'est la perte d'argent d'envoyer vos enfants à l'école. Vous pourriez gagner. Et donc, qu'on objecte, qu'on nous moque, on ne marquera pas le temps pour instruire les enfants. On trouve bien du temps pour apprendre à danser ou jouer aux cartes. Les filles, elles aussi, ont assez de temps pour qu'on exige d'elles qu'elles aillent chaque jour à l'école, au moins une petite heure. Elles emploient bien ou mal leur temps lorsqu'elles passent plusieurs heures à danser, à conduire les rondes, à dresser des couronnes. Donc, garçons et filles, à minima en tout cas, c'est pas faire des grandes études, mais à minima de faire un petit peu. Nous voyons que dans toute l'étendue du pays, les écoles tombent, les gymnases n'ont plus d'élèves. C'est Satan qui suggère aux hommes cet oubli de l'éducation des enfants. La chose est grave et importante, dit Luther, que si chaque année on emploie tant d'argent pour acheter des machines de guerre, pour construire des routes, pour rétablir des ponts, et en vue de 1000 objets d'utilité publique, pourquoi n'emploierait-on pas davantage, ou tout au moins autant pour nourrir les maîtres d'école, des hommes actifs et intelligents, capables d'élever, d'instruire notre jeunesse. Et il continue, l'aspect donc social, la prospérité d'une cité ne dépend pas seulement des richesses naturelles et de la solidité de ses murs, de l'élégance de ses maisons, de l'abondance des armes de ses arsenaux, dans ses arsenaux. Le salut et la force d'une ville résident surtout dans la bonne éducation qui lui donne des citoyens instruits, raisonnables, honnêtes, bien élevés. 1524. Ça ne plaît pas à tout le monde. Et même le grand Erasme dit que là où règne la doctrine luthérienne, c'est la fin de la science. Et pourquoi ? Parce qu'on ferme les monastères qui étaient les lieux d'instruction. Et il fallait trouver de nouvelles structures et donc de nouveaux instituteurs, former de nouveaux maîtres. Alors, une des particularités, c'est la manière de graduer l'apprentissage.
en cycle, donc pour premier grade, en tout cas pour apprendre à lire à l'aide du petit catéchisme. Alors on commençait en allemand, mais très vite le latin suivait. Puis ensuite on étudie la grammaire latine pour interpréter les textes des auteurs simples, faire un peu de musique, étudier la Bible. Et puis on va ensuite, dans un troisième temps, approfondir les choses avec des classes de niveau. Et l'instituteur qui décrète que bon, vous avez bien maîtrisé votre partie, vous pouvez aller dans la classe supérieure, indépendamment de votre âge. Alors on peut reprendre pareil pour Sturm, premier degré maîtrise de la lecture en allemand puis en latin, ensuite le degré de maîtrise de la grammaire et la maîtrise de l'éloquence en latin. On retrouve ces manières graduées. Alors Sturm, réformateur de l'éducation à Strasbourg, s'est inspiré des frères de la vie commune de Liège, les Hieromynites, c'est pour Saint Jérôme. Les jésuites l'initiateur des jésuites était aussi dans ce contexte-là, étudié là. Ils tirent en tout cas deux grands traits pour leur pédagogie, qui vont être reprises aussi à Genève par Calvin et les pédagogues là-bas. C'est d'abord l'ordre didactique, donc ce plan gradué, qui est par classe de niveau, et l'orientation philosophique, les études ont un but moral. C'est les deux choses qui ressortent de tout cela. Alors, on l'a pour Calvin avec ce concept d'émulation. Dans cette gravure, je pense que vous voyez, il y a quand même un maître qui a l'air d'avoir un bâton en main. Alors, ça n'avait pas entièrement disparu, ce genre de discipline, mais c'était vraiment pas la mise en avant comme dans la scolastique ou dans d'autres écoles. C'est plutôt l'émulation. Et là, vous avez des prix de diligence, prix de piété, toutes sortes de prix qui étaient là. Alors, ce qui va peut-être vous amuser, c'est de voir comment on fait un petit tour à Genève. L'emploi du temps. Vous voyez, en été, en hiver. En été, l'école commence à 6 heures. En été, c'est 7 heures. À quel âge ont les étudiants ? Ils commencent à 5-6 ans, là. Hein. C'est l'école primaire, ça. Hein. Ouais. Alors, ça commence par l'appel, la prière. Il y a une première leçon. Et puis, vous voyez la pause. 7h30, il y a une demi-heure de pause. Et puis ensuite, on a une autre leçon jusqu'à 9h. Notre Père et des actions de grâce. Et alors, j'étais très surprise de voir à quelle heure ils mangeaient. À 10h. Wow. Comment c'est tôt, hein? Oui, c'est le dîner. C'est pas le petit-déj, hein? C'est pas le petit-déj. Est-ce que c'est l'école qui les nourrissait alors? Non, ils amenaient de chez eux, oui. Des répétitions collectives, et puis, donc ça c'est pour le lundi, mardi, jeudi, et puis le mercredi, donc c'était plutôt les cultes et les sermons qui étaient là, avec des répétitions collectives optionnelles, mais qui étaient payantes, donc tout le monde les... Et puis le samedi, on avait des révisions et toutes les répétitions des leçons de la semaine. Et le dimanche, c'était le culte, avec surveillance, évidemment. Si vous n'alliez pas au culte, vous étiez dénoncé à votre maître. Ça continue, c'est pas fini la journée. Alors, on reprend à 11h, les chants des psaumes, encore une leçon. Puis un goûter, sans tumulte, surtout. Et puis vous avez ensuite les études jusqu'à 16h. Ouais, il y avait de la vie. Hein. Avec le mercredi, on a une pause plus longue pour que les enfants puissent s'ébattre, mais de façon bienveillante, sans licence dissolue. Et puis vous avez donc encore les études et une classe de théâtre le mercredi. Alors ça c'est bien en lien aussi avec la pratique des jésuites et de la tradition catholique pour la rhétorique, pour savoir bien parler. Et puis tout se termine à 16h, regroupement au son de la cloche. Alors sanction publique à Genève, 3 écoliers récitent l'un le Notre Père.
l'autre la confession de foi, le troisième décalogue. En faisant cette école, vous saviez ces textes par cœur. Et puis par cœur, donc, et le principal donc, libère les élèves avec une parole de bénédiction. Puis vous avez le catéchisme aussi. Donc, voilà. Donc une école à Genève très marquée par l'ordre et par l'enseignement des traditions religieuses et du catéchisme et le culte obligatoire. Alors peut-être aussi dire que Genève était bouclée à 18h. Donc si vous vouliez pouvoir revenir, fallait finir aussi un peu tôt. Hein. Quant à l'université, là c'est à Strasbourg, on voit qu'il n'y a pas encore beaucoup de livres non plus qui circulent, hein, donc il y a le maître qui enseigne, des élèves qui écoutent et puis d'autres qui se baladent. C'était quand même assez libre. On passe à l'école dite religieuse, hein, l'école piétiste, le réalisme, avec en particulier, on va surtout parler de Francke, August Hermann Francke. Le concept principal, c'est la praxis et son corollaire, le principe de ce que je vais appeler la concrétude ou le réalisme. Et avec en germe, et on va essayer de développer ça, la notion de Bildung. C'est le but de Francke de former une nation pieuse et cultivée. Donc ça, c'est une gravure qui représente Halle, le grand complexe éducatif, ce que j'appelle une entreprise éducative que j'ai eu l'occasion de visiter l'été dernier, qui est assez impressionnante. Alors pourquoi école religieuse? Et je prends ici Niemeyer, qui en fait, August Hermann Niemeyer a le même prénom que son grand-père, hein, c'est le grand-père, dit ceci: voici les principes de l'école de Francke dans son histoire hein, de la pédagogie. Le but final de toute éducation doit être la connaissance vraie de Dieu et un véritable christianisme. C'est par cela que le règne de l'Éternel s'avance sur la terre. Il n'y a que l'homme véritablement pieux qui soit un bon citoyen. Sans une vraie piété, tout le savoir humain, toute la sagesse du monde sont plus nuisibles qu'avantageux, car rien ne garantit que l'homme n'en fera jamais un mauvais usage. Quoique des enfants, par la suite, de bons exemples à une éducation soignée, puissent être moins corrompus que d'autres, tous cependant portent en eux ce germe du mal. On doit donc s'efforcer d'amorcer une réforme complète du cœur, sans cependant jamais perdre de vue l'individualité de chaque caractère. On doit bannir de l'éducation tout ce qui est directement ou indirectement opposé au but que l'on doit atteindre. Donc, je reprends cela. Alors, vous vous souvenez quand même, peut-être au niveau piétiste, il y a plusieurs branches du piétisme. Comenius, dont j'ai déjà parlé, fait partie de la branche morave issue de Jean Hus, donc ce prêtre qui a été un pré-réformateur et qui est passé au bûcher pour ses vues réformatrices. Et cette branche des moraves va être persécutée, va être migrer dans différents pays, et va être rassemblée par le comte de Zinzendorf dans ce qu'il a appelé Herdut, qui est donc ce lieu, et il va fonder une église morave, en groupe en tout cas. Il a été quelque temps à l'école chez Francke, il a connu Francke. Donc Francke, c'est la descendance de Spener, donc une tradition piétiste alsacienne de Célestat, mais il va aller à Francfort, qui va essentiellement essayer de renouveler cette église multitudiniste luthérienne de l'intérieur et toucher essentiellement l'élite. August Hermann Francke va avoir une démarche vis-à-vis d'un public plus large et va populariser le piétisme qui se décline donc dans cette école qui va diffuser tout cela. Alors, ceux qui s'y intéressent, vous avez plein de choses numérisées, des archives incroyables sur le piétisme de Halle qui est accessible gratuitement en un clic sur votre... pour ça que je vous le signale. Et c'est entre autres de là dont j'ai pu tirer un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce qui caractérise Francke en particulier? Francke va passer par il fait des études de théologie, il est d'une classe, la société qui lui permet de faire des études, et il passe par une crise très profonde, il est sincère, il est honnête, il se dit, mais Luther a réformé la doctrine.
Et tout le monde combat contre l'autre. Les calvinistes combattent, ou c'est les luthériens qui combattent les calvinistes, les luthériens. Vous mariez si vous êtes réformé avec un luthérien, vous êtes sous discipline, et contre les catholiques. C'est que cela, la philosophie qui est là. Mais quand on regarde dans l'Église, les gens vivent toujours comme des patachons, quoi. C'est rien qui change. Et ça perturbe franchement, très profondément Francke en disant mais c'est pas possible. Si on a la bonne doctrine, ça normalement devrait découler aussi un comportement différent. Et donc il dit sans doute c'est une erreur et il va chercher honnêtement. Il lit le Coran, il lit plein d'autres livres en disant mais c'est pas possible. Et, bon, il continue en même temps, il est enseignant de langue ancienne. Et il doit prêcher sur ce passage de l'Écriture qui est en fait le fil conducteur de l'Évangile de Jean. Ces choses ont été écrites, Jean 20, 31, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie éternelle. Il dit, est-ce que je crois ça? Est-ce que je peux prêcher ça, en fait? Et donc, il passe par une lutte extrêmement profonde et il crie à Dieu. Et là, il passe par ce qu'on appellerait aujourd'hui une conversion nicodomite qui est vraiment née de nouveau dans une perspective de témoignage qu'on retrouve dans beaucoup de milieux piétistes encore aujourd'hui. Avant, j'ai été perturbé, j'ai été troublé, et puis là, la lumière de Dieu est venue, la paix est venue, et puis maintenant tout a changé. Alors comme si tout allait bien après, sans problème. Mais ce type de témoignage a été étudié aussi, assez intéressant, mais le prototype est là chez Hermann August Francke. Et cette démarche spirituelle qu'il fait en disant la foi, c'est pas que de la philosophie, c'est pas que de la théorie, c'est pas que des grands discours apologétiques contre les autres, c'est quelque chose qu'on vit, qui se transmet dans les actes. Il va le manifester dans l'école. D'où de la practice de la piété à la practice aussi de l'éducation. Et c'est en particulier Palmer qui dit de la même façon que le piétisme, en opposition à l'orthodoxie, donner au christianisme pratique la vie chrétienne réelle, la référence sur la doctrine et le dogme abstrait. De même, il voulut que l'école enseignât des choses utiles à la vie pratique, de préférence à la science morte des livres. Alors, il va avoir plein de livres, ça c'est pas le problème, mais il va avoir cet autre élément en disant on n'est pas là que pour imiter et ingurgiter, apprendre par cœur tous les textes anciens, des anciens, il y a aussi des choses concrètes de la vie. Alors c'est à Gloucha, donc à côté de Halle, c'est la banlieue, maintenant c'est Halle. On est dans ce qu'on appelle à l'époque l'humanisme tardif, c'est avant l'Aufklärung, la lumière allemande, et on est là dans un temps compliqué, après la guerre de 30 ans, la peste qui avait ravagé toute la région, et il va être pasteur, lui, de l'église à Gloucha, et il va avoir plein de personnes dans la détresse à accueillir et à accompagner, ça va aussi Et bon, contexte scolaire de l'époque tout à fait médiocre. L'orphelinat est la première chose qu'il construit, c'est pas une petite chose. Et alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir le dessin déjà qu'il y a sur le promontoire, enfin le fronton, ouais. Ouais. C'est Ésaïe 40, verset 30. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles. Et les deux aigles que l'on voit, alors c'est bien sûr pour illustrer ce texte des Écritures, mais c'est aussi pour rappeler le blason du royaume de Prusse, et il va avoir l'appui du royaume de Prusse pour financer tout ça. Il commence tout petit, avec des dons, mais ça ne suffira pas pour construire tout ce complexe, ce que j'ai appelé donc une entreprise éducative. C'est immense, absolument immense, avec aussi donc des jardins, avec une pharmacie, avec une mission qui va être impliquée. Enfin, il y a vraiment, c'est tout un complexe avec des écoles en allemand, des écoles latines, et puis, alors, je fais là un petit peu aussi l'école anglaise. Je vais m'intéresser surtout à une des écoles parce que c'est un peu le prototype de ce qu'il voulait faire, ce qui est le nec plus ultra de ses idées pédagogiques. C'est le fameux Pädagogium, qui en fait est une école qui va réunir les enfants des notables,
qui vont avoir une éducation leur permettant ensuite d'aller à l'université. Et on va voir là comment ils les préparent à l'université avec la façon dont ils... Alors, ce n'est pas l'école qui regroupe le plus de monde, hein. Il y a eu jusqu'à 2200 élèves sur ce petit campus. Le pédagogium, ça fait 3%. Hein. C'est pas ce qui regroupe le plus d'élèves, mais qui est le plus significatif sur ce qu'ils voulaient mettre en place comme type d'éducation. L'école allemande, donc, elle est la plus forte. L'école latine, qui existe toujours, hein, qui est toujours réputée à Halle, et puis l'école des orphelins, qui leur permettait ensuite d'aller en différents... En général, beaucoup d'orphelins devenaient soit instituteurs, soit pasteurs, puisque avant d'être pasteur, on était instituteur, hein, on faisait ses armes à côté. Alors ça commence comment tout ça ? Il est donc nommé pasteur à Glaucha, et là, les gens pauvres viennent, demandent de l'aide, et il se dit on ne peut pas simplement donner chaque semaine de l'aide. Il faut faire quelque chose pour que ces gens puissent se prendre en charge dans la vie, et pour ça, il faut qu'ils soient éduqués. Alors, il commence à prendre les gens, les parents et les enfants, leur faire du catéchisme et leur enseigner un certain nombre de choses chez lui à la maison. Vous venez demander de l'aide, oui, d'accord, mais vous avez d'abord un cours à assurer, à écouter. Et finalement, il y a de plus en plus de monde qui vient, et il faut agrandir, et un don est fait, qui lui est on peut dire la chic-note initiale pour aller plus loin, et qui va être à l'origine de la construction du premier orphelinat et des premières écoles qui vont se développer. C'est un don de quelqu'un qui met dans l'urne de l'Église, et puis ça commence comme ça, tout simplement. Mais il a cette pensée qu'il faut aller plus loin. Alors, qu'est-ce qui caractérise ce pédagogium ? Je reprends là le texte qui le présente. Dans la transmission des disciplines, les esprits ne sont pas accablés par des contemplations superflues et arides, mais ils sont conduits de la manière la plus concise possible vers le but. Et alors que selon la coutume courante des écoles, la jeunesse en formation est orientée vers la contemplation des choses plutôt que vers l'action, ici, tout est dirigé de manière à éduquer pour une vie adaptée aux affaires, utile à tant de choses publiques, autant à la chose publique qu'à la chose privée, afin que soient formés aussi pour l'Église ceux qui, par leurs exemples louables, mèneront les autres vers la vie éternelle et qui, par prudence, pourront soulager aussi les misères de cette vie. Deux choses sont toujours associées. L'été dernier, il y avait encore cette exposition totale réelle, donc tout à fait difficile à traduire, hein, c'est de ce réalisme qui va devenir ensuite les Realschule, qui veut dire qu'il y a, vous voyez en bas la bibliothèque, elle est très très impressionnante, hein, mais il y a aussi un certain nombre d'objets pédagogiques qui permettent de toucher, qui permettent de voir, et il y a en particulier un cabinet des curiosités qui est très très rigolo, vous trouvez de tout là-dedans, même une perruque qui est une perruque française, parce qu'elles avaient la caractéristique de ne pas brûler. Or à l'époque, évidemment, on lisait avec la bougie, c'était quelque chose de supérieur, quoi. Et voilà, il y a plein de choses qui sont... Alors on se dit, mais c'est intéressant ça, il y a des choses, à la fois les livres et à la fois des choses qu'on va toucher, des choses qu'on va expérimenter. Il y a aussi les élèves de l'école de médecine qui s'occupent du jardin, de la pharmacie, qui vont expliquer les plantes, tout ça. Alors, à coup sûr, on va trouver ça dans l'emploi du temps. Enfin, c'est ce que je me suis dit. Donc je me suis amusée à reprendre, alors on verrait pas beaucoup là de loin, mais j'ai cherché dans l'emploi du temps, vous avez quoi ? Vous avez, les choses commencent par du grec, ensuite du latin, puis il y a une récréation. Alors, ça commence à 5-6 heures, le lever et les prières avec quelqu'un qui... si vous n'êtes pas matinal, hein, et l'instituteur, il y a toujours un instituteur qui logeait avec les enfants, hein, c'était un internat, donc vous logez ensemble, et voilà, vous faites donc ça, latin, la récréation, après vous avez écriture ou géographie, vous avez de la théologie, de la dogmatique, déjeuner entre 12 et 13 heures, ensuite récréation, alors on ne dit pas que c'est silencieux, mais bon, on sait que c'est... donc 14 à 15, vous avez même sujet que le matin, on répète.
Et puis de 15 à 17, vous avez reprise des études de latin. Et puis vous avez du catéchisme à 17h, 3 heures par semaine, en alternance avec le chant choral. Et puis le catéchisme, et puis de 19 à 20h déjeuner, rangement. 21h ou 22h pour plus tard, prière et coucher. Vous pouvez faire les autres jours de la semaine, vous ne trouvez pas de cours plus pratiques. Hein, je ne sais pas, ce que j'attendais, je ne les trouve pas. Alors je me dis, est-ce qu'il y a une erreur quelque part? Et on trouve dans ce manuel qui explique ce qu'est cette école, pour les élèves, que les élèves aient un peu de détente. On leur accordera quelques heures de liberté chaque jour, c'est la récréation en fait, pendant lesquelles ils restent toutefois sous la surveillance de leur précepteur. Pendant ces périodes, ils pourront s'adonner à diverses activités telles que le tournage du bois, la mécanique, le polissage du verre, qui permettait ensuite de faire aussi des télescopes pour voir les étoiles, gravure sur cuir, taille du bois ou simplement sortir du jardin. Dans le jardin. Donc c'est dans les récréations. Alors en fait on peut l'expliquer de la manière suivante, c'est qu'on est dans cette phase intermédiaire où il doit avoir crédit vis-à-vis des parents nobles qui veulent que leurs enfants aillent à l'université. Ils veulent rapporter autre chose parce qu'ils sont convaincus qu'il y a aussi autre chose à apporter au niveau pédagogie. Mais c'est eux aussi qui rapportent les sous pour l'école. Hein. Donc il y a un vase communicant, ce n'est pas les orphelins qui rapportent des sous. Hein. Et donc il faut ménager le chou et la chèvre. Donc, dans l'emploi du temps, il met ça subtilement sous les récréations. C'est des récréations actives de découverte. Ça leur évite ainsi d'avoir l'occasion de s'engager dans toutes sortes de frivolités, de disperser leur esprit. Ils peuvent effectuer des mouvements corporels pendant ce temps, comme le tournage du bois. Ce n'est pas la danse, là. Hein. Pour ce qui est des Realschulen, donc des écoles plus techniques, c'est plutôt Semmler, alors qui va être encouragé, qui va débuter ça aussi à Halle, c'est plutôt Semmler, où c'est ce qu'on appellera aujourd'hui les lycées techniques. Je regarde aussi la montre. Oula. Dire un mot quand même de la Bildung, parce qu'il me semble que c'est un concept important, même si le berceau est chez Franke, mais il se développe, et c'est Niemeyer qui l'emploie dans ses textes. En tout cas, un article qui va paraître qui montre en tout cas que dans les textes dont j'ai eu accès, le mot Bildung n'est pas sous la plume de Franke, mais il le sera après. Alors Michel Fabre rappelle que le mot Bildung s'attache à la théologie, un ancrage du terme Bild, donc image, en représentant l'anthropologie biblique. Il se rapporte plus particulièrement au développement des talents de l'homme, d'après l'image de Dieu, qui représente en son âme, donc on est créé en image de Dieu. Et c'est assez intraduisible, Bildung en français, c'est pas formation, ça implique plus que simplement une transmission de connaissances. Et dans le Pédagogium, il va être organisé avec ces 4 axes de développement: spirituel, pratique, intellectuel et psycho-affectif. Ce sera intéressant, on dira un mot, même si le temps passe là, on dira un mot de Gauthier, parce qu'on va reprendre cela. Donc c'est la véritable piété, c'est les connaissances nécessaires. L'éloquence habile, c'est cette démarche intellectuelle. La connaissance nécessaire, c'est tout ce qui va être la pratique nécessaire. Et les mœurs extérieures de bienséance, c'est tout ce qui est relations sociales. Alors je vais laisser dire un mot juste avant de parler de Frédéric François Gauthier, de ce que vont être les philanthropinistes. Là, le concept, c'est un concept d'expérience. C'est le livre de la nature, c'est l'apprentissage en particulier par le jeu. C'est plus que l'école, mehr als Schule. Et le but de former des citoyens européens pour le monde, préparer une existence aussi utile et aussi heureuse que possible, et qui va essentiellement toucher une classe moyenne, qui est dans cette perspective d'un monde qui s'internationalise, où le travail aussi de commerce nécessite plus de savoir le français ou l'italien que le latin, si vous voulez faire du commerce. Et donc l'apprentissage en particulier des langues modernes.
En matière religieuse, c'est le déisme, donc il n'y a pas de rédemption, c'est une religion naturelle, universelle. C'est Rousseau qui est derrière, même si Johann Bernhard Basdorf, qui est le fondateur, a écrit des textes avant l'Émile de Rousseau, et qui va dans ce sens. Le primat de l'expérience, ce qui est sensible de l'image. Il y a des livres, mais pas que. Et la pratique des langues vivantes. Alors c'est assez intéressant, les gravures qu'on a là de ces écoles. En fait, c'est les gravures qui figurent dans les ouvrages de Basdorf, mais c'est ce dont il rêvait. C'est pas ce qui a été pratiqué, il n'a pas réussi. L'expérience pour lui était courte, et puis c'est d'autres qui ont pris le relais. Mais comme je vois aussi la montre, celui qui va développer dans l'éducation des pauvres, ce sera Pestalozzi. Ça sera intéressant d'analyser cette image où on a l'inclusion de tous les handicapés et comment. Mais on verra après si vous avez envie. Je m'intéresse plutôt là pour arriver à la France. Pour arriver à la France, à notre ami Gautier, qui va donc faire connaître les écrits et faire traduire les écrits de Niemeyer en français avec des adaptations. Le spiritualisme est ce qui va marquer l'éclectisme français avec Victor Cousin, mais on verra qu'on est dans une autre perspective avec Gautier. C'est donc le concept de Bildung, ce que moi j'ai appelé la pananthropie, l'homme complet, une méthode naturelle. Le but est d'accomplir le plan de Dieu à l'égard des hommes, réaliser l'idée d'humanité telle que Dieu l'a voulu dans son conseil, en sorte que cette humanité atteigne son plus haut point de développement. Niemeyer explique lui-même ce qu'est l'éclectisme. Nous formons une quatrième école de ceux qui, ne voulant appartenir exclusivement à aucune de ces trois autres, ont cependant ont pris ce qu'ils y trouvaient de bon. On peut dire, examinez toute chose et retenez ce qui est bon dans ce que Paul dit à propos des prophéties. Ils ont souvent séparé l'or et le minerai, ont propagé diverses manières des théories simplifiées pour l'enseignement de l'éducation. Les idées de Basdorf ne les exaltaient pas au point de faire déclarer que toute méthode était mauvaise et de trouver le salut de la jeunesse dans une nouvelle école. Mais ils se constituaient, ces éclectiques, pas non plus dans des défenseurs entêtés de tout ce qui était ancien. Ils ont profité des expériences et des conseils des pédagogues des plus hétérogènes. C'est pour cela que nous pouvons parler ici de méthodes ou de principes appartenant exclusivement à ces pédagogues éclectiques. L'école de Courbevoie, examiner tout et garder ce qu'il y a de mieux, c'est la devise de Gautier. Donc une méthode intellectuelle qui consiste à emprunter différents systèmes pour retenir ce qui paraît vraisemblable et plus positif dans chacun et à fondre plutôt que de fondre un nouveau système cohérent à partir de rien. Donc, on va prendre et utiliser aussi en fonction du contexte. Donc Victor Cousin va avoir une nouvelle approche de l'éclectisme. Certains pensent que c'est lui qui a écrit la loi Guizot, juste pour vous dire. Alors, je parlais de Gautier, qui est un Suisse, qui est pasteur de l'église à Lausanne, canton de Vaud, et qui devient le premier directeur de l'école normale du canton de Vaud. Quand les radicaux viennent au pouvoir et exigent des pasteurs qu'ils parlent politique et qu'on n'est pas vraiment à un certain nombre d'entre eux, 150 quittent, démissionnent, il en fait partie. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il est recruté par la Société pour l'encouragement de l'instruction primaire parmi les protestants de France, il va le nommer dans son école d'élite de formation des instituteurs, qui était cette école à Courbevoie. Et il va être le premier directeur à Courbevoie. Et il a publié, aujourd'hui, vous cliquez sur Books, Google, Gautier, vous allez trouver ses écrits, vous n'avez même pas besoin d'aller en bibliothèque. On trouvera tout ça. Alors, il y avait d'autres écoles, une autre école normale, celle dirigée par Villiers, qui était donc la Société évangélique de France, qui était beaucoup plus petite et qui a duré moins longtemps. Alors peut-être rappeler que pour parler du XIXe siècle, il faut juste se souvenir du contexte français. En France, la réforme est venue, un certain nombre d'académies se sont développées, mais la population protestante était toujours très minoritaire, 4-5% de la population, sur environ 20 millions d'habitants à l'époque.
c'est très minoritaire par rapport à... Et survient donc la révocation de l'édit de Nantes avec ce texte. Nous défendons les écoles particulières pour l'influence des enfants de la dite RPR. Ça vous dit quelque chose encore, RPR? Religion prétendue réformée. Voilà. Et donc sous peine de toutes sortes de problèmes. Et naissent les écoles buissonnières. Bon, ça vous savez, les écoles buissonnières à l'origine, c'est pas faire le mur, c'est les écoles clandestines. Pas seulement protestantes du reste, mais entre autres protestantes, hein, c'est vraiment lié à ça. Et c'est dans ce contexte difficile que la Révolution française a été une libération pour les protestants qui vont, avec l'état civil, pouvoir se marier sans passer par le curé. C'est la première chose vraiment importante. Et puis la liberté ensuite de conscience qui va leur permettre... Et c'est dans ce contexte que vont se développer au tout début du XIXe siècle les écoles du dimanche, un mouvement qui vient d'Angleterre avec différentes personnes de différentes églises qui vont se mettre... Et c'est comme ça que j'ai découvert Ludwig François Gautier. Il a écrit un essai sur les écoles du dimanche pour cette société. Et un des pasteurs qui dynamise ce mouvement écrit « Pour l'établissement de ces écoles parmi nous, je ne le dissimule point, une difficulté ne manquera pas d'être perçue. Cette difficulté vient de ce que le plus grand nombre de ces enfants, surtout parmi ceux du peuple, soit à la ville, soit dans les campagnes, ne savent pas lire et ne peuvent par conséquent ni chercher leurs passages dans la Bible, ni les apprendre. » Et c'était bien beau, les Britanniques envoyaient de la littérature, distribuaient des Nouveaux Testaments, des Bibles, mais vous ne savez pas lire. Donc il fallait commencer aussi par cela. Et donc on a eu des premières écoles du dimanche qui allaient aussi servir d'apprentissage de la lecture. Les écoles du dimanche vont pallier les carences familiales, remède à l'inculture biblique. Aussi les carences scolaires augmentent l'influence des sociétés bibliques qui vont donner ces ouvrages à lire et on ne peut pas les lire. Et précurseur aussi des écoles de semaine, de garde, de vacances, et je vais parler d'écoles à ce moment-là. Parmi les premières publications, un alphabet des écoles du dimanche. Alors, ce n'est pas pour apprendre à lire dans la Bible, hein, c'est aussi par d'autres textes, et on arrive ensuite à la Bible, et différents comités qui se mettent en place. Donc le premier, c'est le comité des écoles du dimanche. C'est assez intéressant de voir au niveau pédagogique le logo, ce qu'il signifie. Vous avez une Bible ouverte, donc la Bible est au centre, et puis Exode 31:16 et Proverbe 22:6. C'est d'un côté le respect du sabbat, comme signe d'alliance éternelle, donc il y a l'aspect cultuel, et de l'autre côté, éduque l'enfant dans sa voie, c'est donc la voie sociale, professionnelle et vie sociale. On a les deux choses qui sont bien articulées. Dans les Rugged Schools, qui sont un pendant des écoles du dimanche pour apprendre aussi un métier, on a le cordonnier qui apprend à faire un certain nombre de choses pour gagner sa croûte, et il est aussi celui qui lit la Bible avec ses apprentis. Et donc la main active enrichie, c'est le Proverbe 10:4 qui est sur le côté, là, si on regarde. Aussi l'articulation entre les deux. Et ces écoles du dimanche développent le système de moniteurs d'école du dimanche et l'école mutuelle entre pairs. C'est simplement le problème, que fait-on si du jour au lendemain, on a beaucoup d'enfants à scolariser, on n'a pas assez de maîtres? On a plusieurs solutions. Une solution, c'était d'avoir un maître qui avait des élèves qui étaient un peu plus perfectionnés dans la matière, qui allaient être des moniteurs pour les autres. Il enseignait certains et qui formaient des autres. Parce que tout simplement, la formation traditionnelle, ce n'est pas la formation lassallienne, c'est le préceptorat. Et bon, là, on a un maître par élève. Alors, c'est bien beau pour suivre l'élève, mais il n'y a pas beaucoup d'émulation de groupe, de classe. Même pour le préceptorat simultané, chaque élève dans les campagnes allait voir le maître pour réciter sa leçon. Hein. C'est comme ça que ça se passait. C'était pas un maître pour plusieurs, mais ils allaient chacun individuellement. Puis on sait que les colporteurs faisaient aussi du boulot. Donc le système monitoral, c'était soit le maître ou le directeur pour l'école du dimanche qui prenait les moniteurs et leur faisait la leçon, travaillait avec eux, et ensuite les moniteurs faisaient la leçon avec les élèves de leur groupe de niveau, soit
c'est le directeur qui faisait la leçon pour tout le monde, tous les niveaux rassemblés, et ensuite les moniteurs prenaient leur groupe et répétaient, expliquaient les choses. Vous avez deux possibilités. Et puis alors, ce que sans doute plusieurs d'entre vous ont connu comme moi, l'éducation simultanée, donc par classe d'âge. Avec Gauthier, on peut dire, Gauthier dit, je pense que les méthodes individuelles simultanées ont chacune leurs avantages et qu'il faut les employer tour à tour selon le cas. Il y a des situations, l'éducation mutuelle en tant que telle, très prisée dans les écoles du dimanche anglaises, où il y avait plein de gamins, ça marchait bien. Quand il y avait très peu de gamins dans les provinces françaises où il n'y avait pas beaucoup d'enfants, à quoi bon faire de l'éducation mutuelle? On n'en avait pas besoin, c'était plutôt une approche socratique d'échange qui était faite. Et l'ancien doyen de la fac de Vaud dit aussi à partir, en tout cas des pratiques vétérotestamentaires, le choix exclusif d'un modèle participatif contre un modèle transmissif ne s'impose pas, donc pour Émile Nicole. Ce qui compte pour Gauthier, mais aussi, je cite ici Guizot, c'est indiquer le but vers lequel l'éducation doit tendre et les pratiques fondamentales qui doivent qui doit présider sa marche, quelle que soit la route. Ensuite, la route, c'est-à-dire les pédagogies qui vont être mises en place. Voilà tout ce que les rédacteurs, donc Guizot et sa femme, ont entrepris parce que c'est là ce qu'ils croient possible. C'est donc dans les annales de l'éducation que j'avais étudié. Alors pourquoi les écoles protestantes? Je l'ai dit parce qu'il fallait respecter la loi. Quand la Société pour l'encouragement de l'instruction primaire parmi les protestants de France est créée, la loi exige qu'on soit catholique, soit protestant. L'instituteur faisait l'instruction soit catholique ou protestante selon sa confession. Et dans les textes, justement, ils disent on aimerait créer des écoles mixtes, mais ce n'est pas encore possible, même techniquement, donc catholique-protestant. Puis ensuite, c'était aussi pour que les parents aient confiance dans les écoles. On a une citation de quelqu'un qui dit qu'il préfère l'ignorance à l'erreur. Il préfère ne pas envoyer l'enfant dans une école catholique où il sera contraint de devenir catholique, on va faire du prosélytisme. Il préfère ne pas l'envoyer. Pour le moment, l'instruction n'est pas obligatoire encore à cette époque, hein, on est d'accord. Donc c'est aussi pour mettre en confiance les parents protestants. Alors, quelques statistiques, on lit qu'il y a eu plus de 2000 écoles en 1562, au moment de la Réforme. Moi, je ne peux pas confirmer ce chiffre. Hein. C'est un chiffre en fait, qui se rattache au nombre d'églises. Et c'est parti du présupposé qu'un certain nombre de pasteurs instruisaient leurs enfants et d'autres enfants, et il y avait une école dans leur église. Ce n'est pas en tant que telle une école proprement parlée. En tout cas, pour ce chiffre-là, je crois que c'est gonflé à cause de cela. Bien sûr, révocation de l'édit Nantes, puis après on a crescendo le nombre d'églises qui augmente, quelques chiffres qu'on a là. Pour Guizot, l'instruction n'est pas sans l'éducation, l'éducation n'est pas sans la religion. Là, c'est à l'Assemblée générale de la Société pour l'encouragement de l'instruction primaire parmi les protestants de France qu'il dit ça en 1852 quand il prend sa retraite de l'éducation nationale. Le développement de la pensée hors de Dieu conduit à des abîmes. Avec Dieu et en Dieu, elle a sa règle sûre, son aliment, sa lumière. La culture religieuse est la seule qui puisse donner quelques libertés solides aux nations. Il dit Gauthier, alors il peut le dire aussi dans le cadre de son école. Quelque chose qu'on a vu tout à l'heure, l'anthropologie biblique telle que Gauthier la considère et ce qu'il considère être essentiel pour celui qui enseigne. Il part de l'image du prototype ou de l'archétype de l'homme complet, c'est Jésus. Jésus a grandi. Vous vous souvenez, Luc 2, 52 ? Vous vous souvenez en quoi ? Dans ces quatre domaines, hein, ouais, en stature, en sagesse, en grâce devant Dieu, devant les hommes. Il dit, ben voilà, là on a 4 dimensions, et c'est les 4 dimensions qu'il est important de considérer dans l'éducation. Alors il est un calviniste classique, dichotomiste, il y a l'homme extérieur et l'homme intérieur. L'homme extérieur est au service de l'homme intérieur, et on a l'éducation qui est là au centre, qui doit donc considérer tout ce qui est le corps. Alors il y a la croissance, mais il y a aussi la pratique manuelle, tout ce qui va être ensuite mis en place. Il y a tout ce qui va appeler l'esprit, c'est toute la démarche cognitive, intellectuelle, le savoir qui est
à considérer. Il y a ce qu'il appelle l'âme, qui est donc la morale, la foi. Et pour lui, c'est clairement l'Esprit de Dieu qui vient fertiliser tout cela. Et puis, ce qu'il appelle le cœur. Alors, le cœur, ce n'est pas au sens sémitique de tout l'être, hein. C'est le sens de l'affectif. Et bon, par exemple, on n'apprend pas tout seul. Si un enfant est seul en récréation, ligoté, il faut voir ce qu'il a. Il a un problème s'il ne veut pas être avec les autres. Et dans ce qu'il appelle, lui, la méthode naturelle, c'est une méthode qui n'est pas que de l'apprentissage par cœur, mais l'apprentissage se fait après avoir d'abord compris. C'est comprendre, apprendre pour ensuite appliquer. Et comme j'ai déjà passé mon temps, je conclus avec donc, les lois Ferry, qui sont des lois qui vont externaliser l'enseignement religieux des écoles. On a donc en trois lois. Hein. La première, 16 juin 81, c'est l'école gratuite, qui est nécessaire pour ensuite dire qu'on n'impose pas une religion, c'est la laïcité scolaire, qui ensuite permet l'obligation de l'instruction. Donc c'est les 3 étapes de cette loi de 81-82, qui va amener l'école normale de Courbevoie et la Société d'encouragement pour l'instruction primaire parmi les protestants de France à avoir leur activité plutôt s'orienter vers Madagascar et diminuer. Alors on entend souvent dire, voilà, les écoles protestantes en 1877 étaient en 1535, il y avait 1535. Après les lois Ferry, il y en a 1000 tout de suite qui viennent dans l'escarcelle du public, et ensuite 500 autres, et il en reste 35. Et on entend donc là l'élan des protestants. Alors, il y a effectivement des textes qui montrent que les protestants disent enfin on est considérés comme des êtres humains à part entière, plus liés à notre religion, contre les catholiques qui veulent prendre l'hégémonie. Mais en regardant un synode officier de Nantes 1884, des représentants donc, des églises réformées, on leur pose la question. Comment vous situez vis-à-vis de cette loi Ferry? Alors, 29% sont sans avis. 35% approuvent les lois Ferry et 36% désapprouvent. On peut au moins dire que les avis étaient partagés. Alors, on peut l'expliquer par la manière suivante, tout cela, c'est que quand les lois Ferry sont promulguées, il y a déjà 999, pratiquement 1000, qui sont des écoles communales. Et c'est un petit peu normal qu'elles tombent dans l'escarcelle. Ensuite, les autres sont des églises libres. Beaucoup vont plus pouvoir financer simplement les écoles. Les maîtres n'ont plus les avantages aussi concernant la retraite, concernant le service militaire. Il y a beaucoup de choses qui se compliquent. L'école normale tombe en particulier parce qu'il n'y a plus d'école protestante non plus pour les instituteurs protestants. Alors, je termine avec cette piste de réflexion. Que fait-on aujourd'hui du mercredi qui était le jeudi avant ? J'entends beaucoup de pasteurs, en tout cas aussi dans l'école où je forme des pasteurs, qui disent on va prendre le mercredi pour être avec nos enfants. C'est oublier que la loi Ferry n'est pas contre les religions. Elle dit mais externalisez cela dans le cadre qui sera celui que vous voulez, mais ce ne sera plus dans l'école. Et qu'est-ce qu'on fait en tant qu'Église ? Tous les parents n'ont pas la capacité donc, d'accompagner de manière pointue les enfants qui sont à l'école, pour la plupart publiques, puisque les écoles hors contrat, en tout cas, sont minimes. C'est calculer 1% de la population scolaire qui est dans ces écoles, donc il y a beaucoup d'autres qui sont ailleurs. Qu'est-ce que l'on fait en tant que responsable d'église pour accompagner les enfants, pour avoir pas seulement le catéchisme, mais aussi réfléchir aux questions d'éducation, accompagner l'accompagnement scolaire et des réflexions sur tout ce qui concerne l'école, le mercredi, puisque le jeudi a été déplacé pour toutes sortes de lois d'équilibre. Et c'est un peu une piste de réflexion que j'aimerais vous laisser et vous lancer en vous remerciant pour ce survol. Merci.